Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro TV. La France n'est pas condamnée au chaos, c'est en tout cas ce qu'assure Bruno Retailleau en une du Figaro Magazine. Longue interview, propos recueillis notamment par Guillaume Roquette, méthode Coué ou espoir crédible. On demandera son point de vue justement au directeur du Figaro Magazine et celui de l'économiste Marc Touati. On reviendra aussi sur les conséquences de la mort du streamer Jean Portmaneuf, dont les funérailles ont eu lieu hier, avec un expert. Gérard Haas est avocat spécialisé dans le droit des plateformes numériques. On reviendra donc sur toutes ces questions-là avec lui. Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Vincent Roux. Avez-vous été surpris par l'annonce de François Bayrou en début de semaine de demander donc le 8 septembre prochain la confiance des députés? La réponse est oui. J'ai été surpris et alors moi ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'ai pas été le seul. Apparemment Bruno Retailleau aussi. Exactement, parce que pour tout vous dire, avec Karl Mayus, nous avons fait l'interview de Bruno Retailleau lundi, à l'heure du déjeuner, parce que le ministre de l'Intérieur, c'est un boulot apparemment assez prenant, donc c'est le créneau qu'il avait. Donc on est 2 heures avant la conférence de presse, de 3 heures plutôt, parce qu'elle était à 16 heures de François Bayrou. Et évidemment, on demande à Bruno Retailleau, mais alors, est-ce que vous savez ce que le Premier ministre va dire? Et il nous dit, ben non, je pense qu'il va peut-être annoncer qu'il entend certaines contre-propositions de l'opposition, mais il ne savait pas qu'il allait y avoir cette séance extraordinaire. Donc, évidemment, on lui a reposé la question derrière, et il nous l'a confirmé, non, je n'étais pas au courant. Comment vous est-il apparu au cours de cet entretien? Égal à lui-même, l'une des forces de Bruno Retailleau, c'est qu'il a attendu un certain âge avant d'avoir un poste de premier plan et avant de devenir un présidentiable. Et il me semble que cette espèce de maturité qu'il a fait qu'il est d'un calme absolu. On lui a parlé du 10 septembre avec ses risques de troubles à l'ordre public. En fait, la place Beauvau, c'est un job où vous êtes en première ligne avec tous les troubles du pays. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, ça remonte à vous, par la police, par la gendarmerie. Et donc, pas avoir trop d'aversion pour les voilà, crises. donc ou bien ou vous êtes quelqu'un de nerveux et à mon avis, vous tenez pas 3 mois, ou bien vous êtes quelqu'un de placide et ça vous renforce dans ce côté-là. Donc on dit souvent que Bruno Retailleau est un taiseux. Il y a d'ailleurs un livre sur lui qui va sortir, une biographie, et dont le titre est Le Cardinal, allusion évidemment au cardinal de Richelieu qui était toujours dans l'ombre. Je suis pas sûr que Bruno Retailleau veuille rester indéfiniment dans l'ombre, en tout cas dans l'ombre de la présidence de la République. C'est d'ailleurs le surnom qu'on accordait également à un de ses prédécesseurs, c'était à Claude Guéant d'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je peux vous dire d'ailleurs que Bruno Retailleau s'était un peu interrogé sur ce titre en disant c'est curieux, le cardinal de Richelieu en tout cas ne voulait pas prendre la place de Louis XIII. Bruno Retailleau, lui, a peut-être des ambitions, il en a même sûrement, puisqu'il ne les nie pas, des ambitions présidentielles. Il vous a fait des confidences sur ce sujet ou pas? Alors non, parce qu'il dit, on lui pose la question d'ailleurs dans l'interview, il dit ce qui est vrai, que la situation est tellement mouvante qu'il est impossible de savoir aujourd'hui qui sera en situation d'être candidat pour la prochaine élection présidentielle. Mais ce qui est certain, c'est que lui se prépare, y compris d'un point de vue programmatique. C'est-à-dire qu'il nous a livré notamment 2 propositions économiques et sociales, à la fois sur ce qu'il appelle travailler plus pour gagner davantage, mais avec un système d'exemption de charges sociales au-delà d'un certain nombre d'heures de travail, et puis sur la limitation des revenus de l'assistance et des prestations sociales. On va y revenir. D'abord, peut-être revenons sur quand même l'annonce majeure de cette semaine, donc ce vote de confiance et cette chute annoncée de François Bayrou. C'est quand même un échec pour Retailleau et pour la droite. Alors,
C'est un échec parce que le gouvernement va a priori vers sa chute. On voit mal comment François Bayrou pourrait réussir à retourner les principaux groupes d'opposition qui ont annoncé qu'ils voteraient contre la confiance, c'est-à-dire toute la gauche et le Rassemblement national. C'est un échec pour les Républicains, oui, parce que leur pari, c'était que dans une logique de responsabilité, ils s'associaient à ce gouvernement, alors même que François Bayrou et Bruno Retailleau ou Annie Genevard, c'est pas la même chose, quoi. Bayrou est un centriste dont on se souvient qu'il avait fait voter contre Nicolas Sarkozy lors d'une des précédentes présidentielles en 2012. Et puis il y a Emmanuel Macron derrière avec son parti. Mais effectivement, il y a d'ailleurs un certain nombre de sympathisants de droite qui disent vous voyez bien qu'il fallait pas y aller, qu'il ne fallait pas se compromettre entre guillemets, puisque c'est une impasse. C'est d'ailleurs le point de vue de David Lisnard dans la mouvance des Républicains. On voit également un peu poindre encore plus chez Jean-François Copé. Justement, est-ce que Bruno Retailleau a raison de soutenir François Bayrou et LR de voter la confiance? Alors, moi je le pense, parce qu'il ne faut jamais oublier que la politique, c'est le choix non pas entre le bon et le mauvais, mais entre le préférable et le détestable. Or, qu'est-ce qui était préférable? Un gouvernement de coalition autour de François Bayrou, même fragile, puisqu'il semblerait qu'il tombe, ou bien un gouvernement autour de Luchy Castet, qui était, je vous rappelle, il y a un an, la candidate du nouveau Front populaire. Donc, c'est d'ailleurs ce que Bruno Retailleau rappelle dans l'interview. Il dit, bien sûr que ce gouvernement, c'est pas parfait. Bien sûr que j'ai assez largement les mains liées, que je ne peux pas faire tout ce que je veux. Il n'empêche, c'est un moindre mal. Et donc, il me semble qu'il y a là une logique de responsabilité qui tranche de façon heureuse avec celle du Rassemblement national, qui fait objectivement la politique du pire. Ça, c'est très Richelieu. Oui, qui fait objectivement la politique du pire en disant on censure et on se coalise avec Jean-Luc Mélenchon et François Hollande. Le Rassemblement national, ou même certaines figures au sein des Républicains, pour l'instant, parce que oui, alors je n'ai là, vous posez la question d'ailleurs, et c'est un refus qu'il exprime, c'est celui de se joindre à une demande de démission d'Emmanuel Macron, à l'heure où, par exemple, Jean-François Copé, lui, demande une démission du président de la République. C'est vrai, et là aussi, là encore, on a posé la question à Bruno Retailleau. Il nous explique dans l'interview que lui est opposé à cette démarche de demande de départ du président de la République au nom du respect des institutions. Ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron détient les clés du règlement de cette crise à travers la dissolution, mais encore plus à travers sa propre personne, puisqu'on sait qu'en France, c'est du président lui-même que peut émerger et découler une majorité parlementaire. Mais, dit Bruno Retailleau, dans une situation de la France qui est fragilisée, qui est fracturée, il ne faut pas fragiliser l'institution présidentielle. On en parlait donc au début de cet entretien, Guillaume. Vous avez posé la question sur un certain nombre de propositions que pourrait avoir Bruno Retailleau. Il revient justement sur la question du temps de travail. Et ce qui est intéressant dans l'interview par rapport à François Bayrou, c'est que lui se montre hostile à la suppression des 2 jours fériés, contrairement à vous apparemment. Absolument. J'ai bien lu votre éditorial. Il dit, il dit dans l'interview, travailler plus pour gagner rien, c'est non. Et donc il explique qu'il est opposé à la suppression de ces 2 jours de congé au nom d'une logique que je comprends bien, qui consiste à dire il faut que le travail paye, et donc il ne faut pas demander toujours plus aux mêmes. Et moi, je suis d'un avis différent. Je pense que symboliquement, cette mesure, évidemment, elle ne peut pas être la seule. Et là où je suis d'accord, c'est que aujourd'hui, c'est déséquilibré. C'est-à-dire qu'on demande plus aux gens qui travaillent qu'on demande, on va dire, à la structure étatique, puisque je vous rappelle qu'il y a une moindre augmentation de dépenses publiques, mais la dépense publique continue à augmenter en 2026. Et donc, on est très loin d'une cure d'austérité. Donc, OK, il y a des équilibres et il faudrait qu'on demande davantage à l'État en termes d'économie. Mais cela dit, sur le principe, je pense qu'il faut absolument que
tous les Français comprennent qu'il faut travailler davantage parce que sinon on n'arrivera pas à redresser la situation. Et il me semble que ces jours fériés, c'est un bon symbole de ça, même si ça ne me plaît absolument pas de venir travailler le lundi de Pâques. Alors que n'est-il pas quand même, alors dans ces cas-là, pas mal d'objections à ce que vous dites. Moi, je voudrais vous en faire écouter une de la part de quelqu'un qui est un haut fonctionnaire qui a écrit un livre très intéressant qu'il est venu présenter ici à plusieurs reprises, notamment lundi dernier. Il s'appelle Antoine Fouché. Il a écrit un livre qui s'appelle « Sortir du travail qui ne paye plus ». Le problème en France du travail, ce ne sont pas les gens qui travaillent, qui encore une fois travaillent à peu près autant que les autres personnes qui travaillent. C'est pas, pour le dire autrement, c'est pas le temps de travail pendant l'année, c'est le temps de travail pendant la vie. Parce que là, oui, on travaille 3 ans de moins. Donc ça veut dire que ceux qui avaient prévu de s'arrêter à 60, il faut qu'ils aillent à 63, 66. Et vous et moi, en tout cas moi, où il y a une suppression d'âge de la décote à 67, aller jusqu'à 70. Voilà. C'est ça la vérité. Et ça, vraiment, ça permettrait de rattraper le retard français. Mais les jours fériés, c'est pas le sujet, parce que le sujet, c'est pas le temps de travail pendant l'année. Oui, je comprends l'argumentation d'Antoine Fouché, qui est un homme remarquable. Hein. C'est vraiment je trouve l'une des révélations du paysage intellectuel sur ce sujet de ces deux ou trois dernières années. Mais il faut faire les deux. Moi, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire que je pense que, bien sûr, il faut repousser l'âge de la retraite. Et d'ailleurs, même si c'est douloureux, c'est quelque chose qui a été fait. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait cette prise de conscience que, quand je dis qu'il faut travailler davantage, ça signifie aussi, par exemple, revenir au jour de carence sur les arrêts maladie. C'est-à-dire de dire aux gens, on est désolé, mais il faut que vous utilisiez le moins possible les arrêts maladie. Et le premier jour, puisque vous savez que ça a été supprimé dans l'administration, le premier jour, ça va être à votre charge. C'est-à-dire qu'il faut absolument multiplier les mesures qui permettent de faire prendre conscience de cela aux Français. Je suis d'accord que c'est plus symbolique qu'économique. Et est-ce que la symbolique, ne serait-elle pas plus pertinente de toucher au temps de travail hebdomadaire, revenir aux 35 heures et adopter comme temps de travail réglementaire, par exemple, ce qui se fait au niveau européen. Maintenant, plus aucun pays européen, on le voit maintenant, ne travaille 39 heures, mais les moyennes sont entre 36 et 37 heures. Oui. Est-ce que justement, le symbole ne serait pas plutôt de s'aligner sur le standard européen en temps de travail réglementaire, plutôt que de supprimer 2 jours fériés? Alors oui, effectivement, il y a aussi la faisabilité. Et donc, les syndicats disent, on veut bien que vous augmentiez la durée légale, mais à ce moment-là, il faut payer davantage. Alors je vous rappelle que quand les 35 heures ont été mises en place, elles ont été mises sans diminution de salaire. Ce qui donc, rapporté au salaire horaire, signifiait une augmentation de fait. Et pour ceux qui sont au forfait, eh bien, il y avait ces jours de RTT. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on enlève des jours de RTT? Ça revient globalement au même. Mais là où je vous suis, malheureusement, c'est que politiquement, cette proposition était une erreur. Puisque 80%, voire 84% des Français, ça dépend des sondages, sont contre la suppression de ces 2 jours fériés. Donc en termes d'acceptabilité, c'est un échec. C'est d'ailleurs aussi pour ça, sans doute, que Bruno Retailleau est opposé à cette mesure, même si elle a été proposée par son Premier ministre. Je reviens sur l'idée donc de continuer à soutenir François Bayrou, ce qui risque, on le voit, on commence à le voir, on commence à l'entendre, même de susciter une division au sein des Républicains. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est de paraître un petit peu comme l'idiot utile du quoi qu'il en coûte macronien et du macronisme? Alors, c'est vrai que Emmanuel Macron porte une responsabilité dans la situation actuelle, et autant le Premier ministre a passé tout son été à sonner le tocsin depuis cette conférence de presse du 15 juillet où il a proposé son projet de budget 2026, jusqu'à ses interventions sur les réseaux sociaux pendant tout l'été, et jusqu'à encore son intervention sur TF1 hier soir, il est obnubilé par ce sujet. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu Emmanuel Macron mouiller la chemise là-dessus, pas moi. Et quand le Premier ministre a dit au Président de la République, peut-être qu'on pourrait faire un référendum sur ce sujet des finances publiques, le chef de l'État a dit non. Il préfère aller sauver le monde, ou en tout cas essayer. Il préfère être prendre position sur le conflit entre Israël et Gaza, sur le conflit ukrainien. Il a ceci dit confié au GD News
qu'il était temps maintenant de faire des économies. Oui, il l'a confié au JD News et c'est tout à fait intéressant, mais il me semble qu'il peut avoir des moyens plus forts et plus solennels de parler. Or, il ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il se met entre guillemets à l'abri derrière François Bayrou, alors que c'est maintenant connu, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la dette publique a augmenté de 1 000 milliards d'euros. Donc, je suis d'accord que être un petit peu la béquille d'Emmanuel Macron, c'est pas une situation très satisfaisante. Mais encore une fois, je pense que une dissolution, c'est à nouveau prendre le risque, parce que c'est ça l'alternative finalement. Si on fait tomber Bayrou, ce serait pour mettre qui à la place? Un Premier ministre de gauche, ce serait à mon avis une solution irresponsable, et on va pas mettre un Premier ministre LR, je veux dire, il serait pas soutenu par l'aile gauche de la majorité. Donc, pourtant, c'est partie des hypothèses qui sont évoquées, notamment Sébastien Lecornu. Oui, mais Sébastien Lecornu, il est macroniste. Je veux dire, il est ministre. C'est un LR macronisé. Oui, c'est ça. C'est un LR macroniste. Donc, il est aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs quelle carte il a, si c'est celle des LR ou celle de Renaissance, mais en tout cas, c'est un des fidèles, un des très proches d'Emmanuel Macron. Et rien de tout ça n'est satisfaisant. On est d'accord. On est condamné à des rustines. On est condamné à des bricolages institutionnels jusqu'à l'échéance qui décidera de tout, qui sera l'échéance présidentielle. Mais il me semble qu'il faut essayer de faire ça en déstabilisant le moins possible à la fois la société et surtout l'économie française. Vous avez vu ce qui se passe en bourse. La rentrée est difficile sur le domaine économique. Les investissements sont à l'arrêt. Et pour ça, je crois qu'il faut être responsable. Même si je suis d'accord, c'est pas enthousiasmant d'aller au secours de François Bayrou. Est-ce que comment vous avez réagi en entendant François Bayrou mettre en cause le confort des boomers? J'ai trouvé ça culotté. Je trouve que ça n'est pas faux. Le Figaro Magazine a consacré une couverture à Nicolas qui paye il y a quelques mois. Oui, c'est vrai qu'ils ont profité de la situation. Moi, je me sens pas complètement boomer pour tout vous dire, puisque vous êtes en limite. Voilà, je suis à la limite, et notamment parce que je suis arrivé à travailler à un moment où le marché immobilier était plus aussi accessible que pour nos parents. Ma génération commence à être touchée par le recul de l'âge de la retraite, mais est-ce qu'on est dans une situation plus favorisée que les jeunes d'aujourd'hui? C'est une certitude. Il y avait une objection, c'est dire que les boomers ont payé les études de Nicolas qui paye. Peut-être une question sur Bruno Retailleau encore. Il se félicite, je le cite, que sa ligne de fermeté ait été adoptée face à l'Algérie. Est-ce que c'est quand même pas une illusion d'optique, surtout à l'heure où on vient de l'entendre, on l'a pu le lire dans les pages du Figaro d'ailleurs ces dernières heures, sa fille dit que la France n'a pas soutenu n'a pas soutenu Boualem Sansal, pardon, la fille de Boualem Sansal. Alors, ce que dit Bruno Retailleau, ce dont il se félicite, c'est du changement de pied assez spectaculaire du président de la République. Je vous rappelle qu'il y avait il y avait deux camps dans les relations avec l'Algérie. D'un côté, il y avait Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères en disant il faut discuter, il faut tendre la main, il faut être dans une logique de coopération avec l'Algérie. Et de l'autre côté, Bruno Retailleau qui disait ça ne sert à rien, on n'arrive pas à expulser nos étrangers qui doivent quitter le territoire, les fameux OQTF, parce que l'Algérie ne veut pas. Le seul moyen de régler le problème est d'engager un rapport de force. Et vous avez vu que cet été, Emmanuel Macron a totalement changé d'avis et a envoyé une lettre à Bruno Retailleau, en passant d'ailleurs par-dessus François Bayrou, ce qui n'a pas beaucoup plu à ce dernier, en disant au ministre de l'Intérieur, OK, on voit bien que ça ne marche pas à la bonne volonté, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Et Bruno Retailleau nous explique dans l'interview qu'il a envoyé au Premier ministre une douzaine de propositions. Le problème, c'est que ces propositions, c'est notamment sur les visas accordés aux hiérarques algériens, c'est la proposition de revenir sur le traité de 1968 pour l'accès des Algériens au RSA. Et ben, ces mesures, elles ne peuvent pas être prises par le ministre de l'Intérieur seul. Et donc, là où vous avez raison, c'est que lui, il veut agir, mais il n'est pas tout seul au gouvernement. C'est une des limites, effectivement, de ce gouvernement Bayrou, c'est que les ministres ne sont pas d'accord entre eux. Merci beaucoup, Guillaume. Votre édito et l'interview de Bruno Retailleau sont à retrouver, bien évidemment, dans ce nouveau numéro du Figaro Magazine, avec un très beau reportage, très intéressant dans le cadre de la guerre commerciale, sur la Chine, qui est l'atelier du monde, et plus déterminé que jamais à mener la guerre
contre Donald Trump. Dans l'actualité encore et toujours, les suites de la mort du streamer Jean Portmanov. Ça vous a sans doute échappé, mais les obsèques du streamer ont eu lieu ces dernières heures dans l'intimité. Dans un instant, on va demander son point de vue à un avocat et spécialiste, notamment sur cette annonce de la ministre Clara Chapaz. Moi, d'un point de vue personnel, j'intenterai une action au tribunal judiciaire pour manquement face à la loi sur la confiance numérique, parce que je considère que Kik n'a pas fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir mettre fin à la diffusion de contenu qui était dangereux. Et donc, nous allons lancer cette action aujourd'hui. Et puis, nous ferons en sorte que tout ce qui est dans la responsabilité de tous les services concernés puisse aller au bout le plus vite possible. Vous le savez, il y a une enquête qui est ouverte et nous suivons tout ça de très près. Bonjour, maître Jarras. Bonjour. Kik n'a pas tout fait ce qui était en son pouvoir. C'est ce que dit Clara Chapaz, c'est vrai? C'est certain. Ouais. C'est certain. C'est certain parce que son business model repose en fait sur un système de divertissement lucratif. Elle est passée sur une zone grise qui était le fait de faire du direct. Et normalement, on doit mettre en place des modérations. C'est une zone grise, mais enfin tout à fait maîtrisable. Le Figaro et le Figaro TV et le Figaro Live en sont tout à fait absolument, absolument, c'est tout à fait maîtrisable. Et justement, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'État a fait à partir du moment où on le savait depuis un certain nombre, depuis décembre dernier, il y avait eu des enquêtes qui avaient été mises en place, notamment par des médias. Et en fait, l'État n'a pas bougé. Mais l'État n'a pas bougé. Pourtant, il y a eu des perquisitions, il y a eu des gardes à vue, il y a eu même la victime a été entendue à cette époque par la police. On ne peut pas dire que, justement, l'État, et en tous les cas les services de l'État et les services de Bruno Retailleau, dont on parlait tout à l'heure, ne sont pas intervenus. Alors, en fait, si vous voulez, on est dans une problématique aujourd'hui qui est celle de la liberté d'expression. Et ensuite, les limites de cette liberté d'expression lorsque l'on frôle, si vous voulez, l'atteinte à la dignité. Et il a fallu, en fait... Alors, on sait très bien que sur cette plateforme, la question de la modération était très, très laxiste. Ils n'allaient pas au bout de ce qu'on pouvait leur demander. C'est pour ça, en fait, que la ministre tente de dire un manquement à la loi. Mais il n'y avait pas toutes les mesures qui auraient dû être prises. Et donc ça fait que cette plateforme prospérait, 180 000 abonnés, notamment sur JP, le streamer qui est décédé. Et il faut qu'il y ait le drame pour que, en fait, après, on réagisse. Il y a une institution qui est au cœur de la polémique, qui est l'Arcom. Est-ce que l'Arcom a vraiment failli dans cette affaire? Non. Non, parce que... Vous êtes l'un des rares à le dire. Oui, mais parce que, si vous voulez, l'Arcom, ce n'est pas dans sa mission. L'Arcom a des missions dans le domaine de l'audiovisuel. Dans le numérique, c'est beaucoup plus compliqué. Elle n'a pas tout à fait tous les pouvoirs qui sont pris là-dessus. Ça ne rentre pas dans la mission de l'Arcom. Est-ce que ce serait une solution de renforcer ses pouvoirs dans le numérique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il faudrait lui donner les moyens, parce que vous savez, je crois qu'il y a 20 agents. Il y a quand même 350 millions d'euros de budget, quand même. C'est quand même pas mal en termes de moyens. C'est vrai, et c'est vrai que c'est une question. Mais avant ça, il faudrait que l'on définisse précisément ce que l'on entend par contenu illicite. Et ce que n'a pas fait le régulateur européen. Donc il y a des vrais enjeux derrière tout ça. Oui, c'est une question, parce que est-ce qu'il faut absolument qu'une autorité de régulation et que l'Arcom interviennent? D'abord, on pourrait oui, parce que la société... Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les garde-fous ne sont pas mis en place. On voit que la culture... Sur les réseaux... Et il y a un problème avec les réseaux sociaux où, en fait, on va à l'extrême. Ouais. Et il n'y a plus de respect de la vie humaine. Mais alors justement, quels peuvent être, c'est l'un des grands débats et c'est absolument passionnant, mais quels peuvent être les garde-fous, Gérard Haas? Moi, je pose la question à l'avocat. Oui, absolument. Parce que je trouve que, j'ai l'impression, depuis que cette affaire a éclaté, cette tragique affaire a éclaté, on nage en pleine confusion entre principe, morale et droit. Je parle sous votre contrôle, je ne suis pas juriste, mais il me semble que c'est quand même des domaines assez différents. Vous avez raison, monsieur Roux, c'est tout à fait exact. Alors,
derrière ce débat, c'est la question des libertés. Oui, il y a la liberté, mais il y a aussi la responsabilité, et notamment la responsabilité des plateformes. Donc ça, c'est un point important. Ce qu'avait demandé l'Arcom à Quick, c'était d'avoir un représentant légal. Il n'y avait pas, dans la zone Europe, il n'y avait pas de représentant légal. Ils en ont pris un à Malte, maintenant. Ils en ont désigné un à Malte. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait qu'il y ait véritablement, pour toutes ces plateformes qui diffusent en France, avoir un représentant légal en France qui puisse, si vous voulez, si jamais demain on va dans une instruction ou dans une condamnation, qui puisse répondre. Vous voyez, et donc déjà, quand on est responsable, regardez avec Telegram, il y avait déjà eu un petit peu ce phénomène où on a arrêté le patron de Telegram, et à ce moment-là, on a pu avoir un certain nombre d'informations qu'on ne pouvait pas voir avant. D'ailleurs, une affaire par an, toujours à la même époque de l'année. L'an dernier, c'était effectivement avec l'arrestation de Pavel Durov, et cette année, donc, avec la mort tragique de Jean Pormanoff. Alors, la question que vous posez sur le fait d'obliger les plateformes à avoir un représentant, est-ce qu'elles ne pourraient pas avoir l'effet pervers inverse? C'est que si on nomme un représentant pour que le représentant soit le punching ball des autorités de régulation et des autorités de répression, ça ne va pas inciter justement les plateformes à les nommer. Alors, si vous voulez, il y a quand même... C'est pas contre-intuitif avec l'esprit du web, l'esprit d'Internet. Vous avez raison, mais ce que je voulais dire, c'est que là, on était dans une zone grise. En quoi on est dans une zone grise? C'est que la jurisprudence française considère que quand on est dans des émissions en direct, il est très difficile pour un modérateur d'avoir un contrôle. Et donc, il peut y avoir des débordements. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on était sur du streaming en direct qui était des violences dans lesquelles les spectateurs payaient pour qu'on donne des coups. Donc, il y avait... c'est pour ça que la question de la modération va être très importante, parce que là, on aurait pu le faire, puisque justement, on favorisait la possibilité de donner des claques. Alors, on vous dit que c'était scénarisé, on vous dit que c'est... Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on aura des moyens normalement, et c'est pour ça que ce qui est très intéressant, c'est que la demande qui a été faite, c'est de dire comment vous avez traité les signalements qui vous ont été faits pour voir un petit peu pourquoi vous n'avez pas réagi. Donc, vous voyez, il y a juridiquement, et je pense qu'on a des possibilités d'engager véritablement la responsabilité si on constate qu'à partir des signalements, ils ont laissé faire et ils n'ont pas réagi. On a interrogé hier Véronique Reissoult, qui est présidente et fondatrice de Backbone Consulting, qui est une société spécialisée dans la communication de crise et en particulier dans le suivi des réseaux sociaux, partenaire du Figaro sur le sondage hebdomadaire avec Odoxa. Et voici ce qu'elle répondait sur les suites éventuelles d'une non moins éventuelle censure de Kik. Sur Twitch, c'est assez réglementé, vous pouvez être banni. Et quand vous êtes banni, vous pouvez aller sur Kik, et sur Kik, vous aurez moins de difficultés. C'est des alternatives. Et c'est pour ça que se dire, on va fermer Kik, bah oui, mais quand vous fermez, on voit bien qu'il y a toujours une autre plateforme. Une autre plateforme qui va renaître, en fait, c'est ça. On peut avoir un débat sur la censure en soi, mais bon, vous ne pouvez pas empêcher les gens de s'exprimer, donc ils iront ailleurs. Après, il y a un sujet de fond sur ce qu'ils ont à dire et comment ils le disent et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. L'interdiction n'est pas la clé. L'interdiction n'est pas la clé. Si, je suis pas. Enfin, si vous voulez, c'est une position, on peut la comprendre. Et donc là, on va dans la continuation de l'approche par la liberté d'expression, et son somnum serait la censure. Donc l'interdiction est quelque chose d'important parce qu'elle met un point et on dit à partir de là, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est quelque chose qui est important d'avoir, si vous voulez, des mesures. Et donc on se met en infraction quand c'est interdit. Ensuite, le fait qu'il y ait d'autres choses qui s'ouvrent. Je tiens à vous dire quand même que ça existait déjà sur le dark web, tous ces phénomènes de violence, mais qui étaient, si vous voulez, dans des cercles qui étaient privés, dont on ne voyait pas ce qui s'est passé. Là, c'était ouvert au public. Et donc la question, quand vous disiez tout à l'heure, il y a du droit, mais il y a aussi de la morale, c'est vrai qu'il y a un problème de société aujourd'hui, de savoir, il faut, je vous ai dit, mettre des garde-fous, et les garde-fous, ça commence par des interdictions. Et donc ça, c'est fondamental. Et si vous voulez que dans une société, on ait des repères, il faut qu'on sache qu'à un moment donné, c'est interdit, et le fait de passer outre, il y a des sanctions qui sont, si vous voulez, plus fortes. Techniquement, c'est possible ? Oui.
Bien sûr, tout est possible techniquement. Ça, c'est vous savez, les nouvelles technologies s'habillent d'une image d'innovation, mais pas d'une image de progrès. C'est quand même quelque chose qui est important. Jusqu'à présent, nous, dans nos recherches, on faisait avancer le progrès. Le progrès, c'était un bien pour tous. Là, on vous met en avant l'innovation et on dit, vous freinez l'innovation. Mais non, mais l'innovation, c'est la responsabilité. Ça veut dire du care by design. C'est-à-dire, vous devez, dès le départ, avoir anticipé les conséquences que pourrait avoir un service et un contenu. Et si jamais c'est une atteinte à la dignité humaine, eh bien, ça doit être interdit. C'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental qui permet de passer outre à toutes les questions de liberté. Mais ce que soulève Véronique Reissoult n'est-il pas quand même pertinent? C'est que, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, le web a été une zone alternative d'expression par rapport aux médias. Et à l'intérieur du web, les réseaux sociaux ensuite ont été une autre zone d'expression alternative. Le live est une zone d'expression alternative. Quand vous avez pu ça, vous l'avez dit vous-même, vous avez le dark web. Donc, de toute façon, est-ce que l'interdiction et la censure, encore une fois, ne sont pas contre-intuitifs par rapport au fonctionnement et à la dynamique du numérique? Alors, juste une chose, Monsieur Roux, l'interdiction, c'est pas de la censure. L'interdiction, c'est de considérer que pour le bien social, pour la sécurité des individus, pour le respect des droits fondamentaux, on ne peut pas tout faire. On est dans une zone illicite et ce qui est présenté est nocif. Donc on n'est pas dans la censure. La censure, ce serait une atteinte à la liberté d'expression. Si vous voulez, on n'est pas du tout sur les mêmes règles. Donc l'interdiction, c'est à un moment donné, c'est là où il faut... C'est pour ça que je vous ai dit que le régulateur européen n'avait pas été au bout de sa logique. Il n'a pas défini les contenus illicites tels qu'il aurait dû le faire. Pourquoi le régulateur européen n'est pas allé au bout de sa logique? Alors ça, c'est une vraie question parce qu'il entretient le flou, parce que justement, il n'a jamais voulu, entre liberté d'expression, sécurité, il n'est pas allé au bout de sa logique. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que la ministre, là, aujourd'hui, dit « je vais faire une action pour manquement à la loi ». Et alors? Et alors, trop tard. Elle aurait dû le faire avant. Enfin, je suis quand même... Oui. Elle avait les moyens de pouvoir, si vous voulez, réagir avant. Il a fallu qu'il y ait le drame pour qu'aujourd'hui, on mette une action en place. Que risque la plateforme, justement, australienne avec la plainte de Clara Chapez? J'espère que d'abord... alors là, il va y avoir en fait une enquête et puis après, la justice devra trancher. Donc il va falloir voir à un moment donné, et j'allais dire, la justice est aussi gardienne des libertés d'expression, du respect des règles, et donc il peut y avoir, et puis il y a aussi de très bons avocats qui seront derrière ça, et qui montreront que finalement, la modération, elle était plus ou moins... Enfin, il faudra voir les éléments du dossier, les signalements, etc. Et donc il y a plein de possibilités que finalement la condamnation soit, si vous voulez, amoindrie. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de considérer que type de divertissement il y a doit être interdit. Qu'il n'y ait pas une... En tous les cas, qu'il n'y ait pas de condamnation, ou en tous les cas... Il y a des possibilités. Je ne connais pas le dossier, puisqu'il y a des demandes qui sont faites, etc. Et il faudra voir sur pièce. J'allais dire, les avocats sont très... Enfin, on le voit avec notamment les big tech, etc. Vous avez des solutions qui sont proposées par la procédure, qui permettent, si vous voulez, à un moment donné, de dire que la mesure d'interdiction, qui n'est pas prévue dans les textes, pourrait être disproportionnée. Donc, si vous voulez, le juge sera le gardien de cette question de la proportionnalité et pourra se demander si c'est nécessaire et proportionnel. C'est pour ça que dans la démarche, j'allais vous dire une chose, l'interdiction, c'est une décision politique. L'interdiction est quelque chose qui a un vrai garde-fou parce qu'à partir du moment où, on fait quelque chose qui est interdit, on peut sanctionner et donc on est dans une infraction. Dans les autres cas, on a parlé, vous l'avez constaté, elle parle de manquement à la loi. Encore une fois, techniquement, si on procédait à l'interdiction, comment ça prendrait forme? Alors,
C'est une très bonne question parce qu'on le voit aussi pour toute la communication vers les mineurs et puis sur les sites pornographiques, etc. C'est vrai qu'avec les VPN, on peut interdire d'un côté et ouvrir de l'autre. Il y a des mesures qui peuvent être prises en place. Il y a des saisies qui peuvent... À partir du moment où c'est interdit, on peut saisir des serveurs, on peut bloquer. Il y a des pays qui bloquent, en fait, si vous voulez, qui bloquent certains types d'accès. Donc, si c'est interdit, on ne doit pas pouvoir avoir la possibilité de diffuser. Ce qui est important là-dessus, et c'est là la question que vous mettez en avant, c'est d'interdire la diffusion de ce type de contenu. C'est ça ce qu'on veut faire. Donc à partir du moment où on sait que c'est pas possible en France, et que l'on a un régime qui est, j'allais dire, qui sanctionne cela, c'est pas des fous, hein, ce sont des businessmen, donc ils vont ailleurs. Deux questions avec des réponses rapides, s'il vous plaît, Gérard Haas. Avez-vous été surpris de la tournure des événements ? Oui, j'ai été surpris de la tournure des événements parce que c'est un échec moral. C'est un échec moral. C'est-à-dire que les réseaux, vous l'avez dit tout à l'heure, on a été tous portés par cette idée que c'était une zone de liberté. Et on se rend compte que c'est devenu aujourd'hui... il y a les trous, il y a des angles morts qui sont terribles et qui tuent. Est-ce que c'est un tournant pour le droit du numérique ? Oui. C'est un tournant du droit du numérique et je pense qu'il va falloir quand même passer à une vitesse supérieure et ne pas se contenter de mettre en place des règles, mais de fixer aussi les interdictions et les limites. Et ça, c'est très important. On a mis en place une responsabilité des hébergeurs. Peut-être qu'il y aura une question à se poser. La responsabilité des hébergeurs qui ne sont responsables que lorsqu'on leur a signalé. C'est une revendication, par exemple, notamment qui est faite par un certain nombre de grands médias, et notamment le Figaro, c'est de demander aux plateformes et aux réseaux sociaux que leur soit appliqué le droit qui est appliqué. Oui, la responsabilité éditoriale. Vous avez tout à fait raison. Éditoriale, le droit de la presse. Je pense que c'est une vraie question et un vrai débat. On n'est plus aux plateformes... Enfin, le droit a changé. On est plutôt avec des plateformes aujourd'hui qui se contentent de vouloir être non responsables. Et donc, c'est important de repenser à tout cela. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, en tout cas, sur tous ces points. C'était absolument passionnant de vous écouter. Gérard Haas, je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit du numérique. Allez, on va revenir sur les enjeux économiques autour de la confiance demandée par François Bayrou avec l'économiste Marc Toiti. Et on va écouter notamment le plaidoyer du Premier ministre hier sur le plateau de TF1. Les premières victimes, c'est les plus jeunes des Français à qui on a réussi à faire croire, je disais tout à l'heure, ça sera dans les livres d'histoire. C'est eux qui sont les victimes, c'est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie. Et on a réussi à leur faire croire qu'il fallait encore l'augmenter. Vous trouvez pas ça génial ? Tout ça pour le confort de certains partis politiques. Merci. Et pour le confort des boomers, comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. Bonjour Marc Toiti. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Est-ce que François Bayrou a raison, de votre point de vue, de mettre en cause le confort des boomers ? La question du jour sur le site du Figaro. Encore une fois, ce n'est pas sérieux tout ça. J'ai même sorti un t-shirt France, ce n'est pas sérieux, parce que ce que nous. Je croyais que vous alliez sortir un t-shirt, je suis un boomer. Non, d'ailleurs, c'est pas mon cas, je suis pas un boomer, je suis un peu plus jeune. Tout le monde, hein. Vous m'avez vieilli d'un seul coup, là, effectivement. Non, globalement, le vrai enjeu, c'est que, encore une fois, moi, je supporte pas qu'on dise c'est la faute des Français, il faut qu'ils se serrent la ceinture, on cherche, c'est la force des retraités, etc. Non, la situation de la France aujourd'hui est liée aux décisions politiques, compris les dirigeants politiques de la France. Donc ce sont eux les responsables. Et globalement, encore une fois, moi ça fait des années que j'alerte, ici même notamment, mais ailleurs et un peu partout, sur les dérapages des comptes publics, les dérapages de la dette publique. Alors, et là, on découvre l'eau chaude aujourd'hui, on cherche des boucs émissaires. Non, les responsables, on les connaît. Ce sont les dirigeants français qui, malheureusement, ont pris les mauvaises décisions depuis des années. Regardez, depuis 2019, ou alors, même si on peut remonter à 2017, la dette publique française a augmenté de plus de 1000 milliards d'euros. Sur la même période, de combien a augmenté le PIB français ? De moins de 600 milliards. Ça veut dire il y a 400 milliards d'euros qui ont disparu. Ça, c'est un problème justement d'allocation de cette dette publique. On n'a pas le droit comme ça d'augmenter cette dette publique sans impact économique positif. D'autant que la France est le seul pays à faire de telles erreurs.
Aujourd'hui, ne l'oublions pas, quel est le pays de la zone euro où il y a le plus de déficit public? C'est la France. Or, quel est le pays où il y a le moins de croissance? C'est la France également. Bon, l'Allemagne aussi va très loin. Non, mais néanmoins, ce que je veux dire en termes de croissance... Marc Toiti, je veux bien, hein, mais effectivement, les déficits publics, parfois, ont servi à financer la croissance. Sans quoi, les États-Unis, je ne vois pas comment... Alors, mais c'est ça qui est très intéressant. C'est que, encore une fois, la dette, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et la moins bonne. Une dette qui finance l'investissement, qui permet justement d'innover, donc qui génère de la croissance, il n'y a aucun problème. On peut continuer de s'endetter. Or, nous... Notre dette, notre dépense publique, justement, n'est pas là pour financer la croissance. Regardez un autre chiffre, ça c'est important sur longue période, parce que c'est pas évidemment que lié à M. Bayrou ou M. Macron, même s'ils ont aggravé la situation. Quand on regarde, depuis... François Bayrou, il a fait ce qui était en son pouvoir. Oui, de toute façon, il vient d'arriver, il est là, voilà, de passage, on va dire. Hein, ça sera terminé dans quelques jours. Mais encore une fois... Le fait de vouloir chercher des boucs émissaires auprès des Français, dire aux Français, vous devez vous serrer la ceinture, ça fait 40 ans que les Français se serrent la ceinture. Moi, j'aurais préféré qu'ils nous disent, voilà, on va commencer par réduire les coûts de fonctionnement de la puissance publique. Qu'est-ce qui a le plus augmenté ces dernières années dans la dépense publique? Eh bien, ce sont justement les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement depuis 2021 ont augmenté de 22%. Ça veut dire 100 milliards d'euros d'augmentation. Vous vous rendez compte? Dépenses uniquement de fonctionnement. C'est pas du social. Par exemple. Dépenses de fonctionnement, c'est évidemment c'est les salaires, c'est les traitements, c'est tout ce qui est évidemment les recours à, le fonctionnement au sens large, les cabinets de conseil et autres. Donc tout ça, évidemment, ce n'est pas productif. Ça ne génère pas de la croissance, ne génère pas de l'activité économique. Donc, il aurait fallu commencer par dire, voilà, cette haute fonction publique, on va arrêter. Regardez, on a ce qu'on appelle les ODAC, organismes divers d'administration centrale. Il y en a 700 en France. Vous savez combien ça coûte par an? 150 milliards d'euros. Alors, je ne dis pas qu'on doit tout supprimer, mais quand même, 150 milliards d'euros, on peut faire des économies. Vous voyez, avant de dire aux Français, on va vous augmenter les impôts, vous allez vous serrer la ceinture, on va supprimer les jours fériés. Déjà, commençons par le commencement. Aujourd'hui, ce qui nous fait mal, c'est ce qu'ont fait tous les pays dans le monde, hein, encore une fois. C'est-à-dire que, comme une entreprise également, quand ça va mal, on réduit d'abord les coûts de fonctionnement. Donc on doit commencer par ça, et après on verra effectivement sur les gaspillages, sur les fraudes sociales, etc., ou fiscales. Voilà, tout ça, il y a tout un enjeu. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que par exemple sur la fraude fiscale, on dit oui, alors voilà, il y a des contrôles fiscaux partout, on cherche évidemment la petite bête. Par contre, tout ce qui est économie parallèle, économie de la drogue, etc., là, on ne touche pas. Il y a quand même un problème. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, moi, je ne suis pas du tout d'accord pour trouver des boucs émissaires dans la population française. C'est aujourd'hui nos dirigeants qui doivent, justement, prendre les décisions. Vous mettez en cause les coûts de fonctionnement, ok, j'entends, mais aujourd'hui, c'est pas tant les coûts de fonctionnement même de l'État qui sont mis en cause. On met en cause peut-être les collectivités locales, en tout cas il y a une guerre entre l'État et les collectivités locales, et surtout c'est le coût de l'État social, à commencer par celui des retraites qui est mis en cause. Alors là, il y a deux enjeux. Quand je parle des coûts de fonctionnement, c'est pas que l'État, c'est toute la puissance publique au sens large, hein, donc collectivités locales, également sociales, bien entendu. Par contre, au niveau de la retraite, il y a un gros problème. Ça fait des années justement que j'alerte là aussi en disant, le système de la retraite par répartition en France, c'est une sorte de système Madoff. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les nouveaux arrivants qui payent pour les anciens. Ok, donc tant qu'il y a assez d'actifs, ça fonctionne. Donc dans les années encore 80, il y avait à peu près 3,4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,5 actif pour un retraité. Voilà, mais dans la fonction publique, il y a plus de retraités que d'actifs. Vous vous rendez compte? Donc le problème, parce que là aussi, on cherche des boucs émissaires sur la retraite. Le système de retraite du privé est à l'équilibre. Qu'est-ce qui nous coûte cher chaque année? C'est le système effectivement du retraite de la fonction publique qui coûte entre 60 et 80 milliards d'euros via des subventions que donne l'État. Il dit non mais c'est pas un déficit, c'est une subvention. C'est exactement la même chose, comprenez? Donc c'est là la grande difficulté. Et quand on parle par exemple de la dette publique, on dit oui à peu près 3300, bientôt 3500 milliards d'euros. Ce qu'on ne compte pas, c'est ce qu'on appelle le hors bilan. Ça veut dire notamment le paiement des retraites des fonctionnaires qui sont une dette de l'État, qui n'est pas encore là, mais qui va arriver, on peut la chiffrer. Et bien là, si on ajoute ça, on est sur une dette publique de l'ordre de 7 000 milliards. Alors, on fait comment, Marc Toiti? C'est-à-dire qu'on dit à ces fonctionnaires qui sont à retraités, on arrête de vous payer vos retraites parce qu'il n'y a plus d'argent? C'est-à-dire que, encore une fois, c'est là qu'est le problème de la retraite. C'est que la retraite, c'est un engagement. C'est un contrat social. C'est-à-dire que globalement, c'est comme une assurance. On a signé une assurance, si vous avez un accident de voiture, l'assurance vous rembourse. Là, on est en train de dire, désolé, vous avez fait une assurance, on a cotisé toute notre vie pour avoir une retraite, et maintenant qu'on arrive à la retraite, il n'y a plus d'argent.
Donc c'est ça qui ne colle pas. Donc c'est la règle du jeu. Donc le fait de dire « Ah ben c'est la retraite qui coûte cher », je suis désolé, c'est un contrat social. On a cotisé toute notre vie pour obtenir justement une retraite. Et maintenant on dit « non, il n'y a plus assez d'argent ». C'est justement à cause de nos dirigeants qui n'ont pas bien alloué cette retraite. On doit également aider la retraite par répartition, avec une retraite par capitalisation. Ça, on n'y coupera pas. On n'aura pas le choix. Si on fait une retraite par capitalisation, il faut qu'il y en ait une économie robuste derrière et qu'il y ait de la croissance pour que ça marche. Voilà, mais parce que tout sinon, est lié. C'est ça la capitalisation, tout va s'amoindrir, tout va se dévaloriser. Alors, tout est lié, c'est-à-dire que globalement, le drame de la France, c'est qu'on ne sait plus faire de l'activité économique, on ne sait plus faire de la croissance. Et donc, ce qu'on nous dit, par exemple, j'entends souvent ça dans les débats que je peux faire, on me dit, oui, mais si vous baissez la dépense publique, vous allez faire de la récession. Complètement faux. Regardez ce que font les Italiens. Regardez ce que font les Portugais. Ce que font les Grecs. Ils ont baissé la dépense publique. Pourtant, c'est dans ces pays-là où il y a plus de croissance. Donc, ça veut bien dire que on peut baisser la dépense publique, mais il faut dans le même temps baisser les impôts pour relancer la machine. Vous voyez la tarte à la crème de la réindustrialisation. On dit, on va réindustrialiser. Ah ouais, c'est une super idée, on est tous d'accord. Mais comment on fait ? Là, on est en train d'augmenter les impôts sur les entreprises. C'est comme ça qu'on va réindustrialiser, évidemment. Donc c'est ça, il faut penser global. Nous, on pense par le petit bout de la lorgnette, donc inévitablement, on est sûr de perdre. Donc c'est là où j'en veux, très honnêtement, à nos dirigeants, dans la mesure où... c'est-à-dire depuis des années, parce que je les ai quasiment tous été les voir pour leur dire voilà ce qu'il faudrait faire. Ils n'ont pas écouté. Puis maintenant, ils se réveillent. C'est quand même dommage. Donc, il faut prendre les bonnes mesures, et ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc, moi, je pense que... Il se réveille, et François Bayrou l'a peut-être dit hier sur TF1. Est-ce que c'est pas ce qu'a dit François Bayrou sur TF1 ? C'est l'extrait qu'on a mis. C'est que certains partis politiques... peut-être tous les partis politiques pour leurs intérêts privés, et puis certaines catégories de la population n'ont pas voulu qu'on fasse ces efforts. C'est évident que si on veut dire que les Français sont coupables, bien entendu, c'est eux qui ont voté pour ceux qui nous dirigent, c'est sûr. Mais après, une fois qu'on a le pouvoir, seulement ça. Il faut prendre également les bonnes mesures. Mais c'est ça, je pense, le vrai enjeu aujourd'hui, c'est que, encore une fois, les mesures existent. Moi, ça fait des années que j'appelle ce que j'appelle une thérapie de choc bienveillante. On peut encore relancer l'économie française. Mais par contre, il faut faire des efforts sur la dépense publique et en baissant les impôts pour relancer justement la dynamique économique. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce qui est sur la table n'est pas là. À la thérapie de choc bienveillante du bon docteur Touati, question d'abord, pourquoi les entreprises ont absolument besoin d'avoir un gouvernement ? C'est l'incertitude. Là, on le voit bien ce qui se passe depuis quelques jours. Le fait qui est de dire on n'aura pas forcément un budget, ou alors ça sera le même budget. Moi, je croyais que pour les entrepreneurs, il y avait une vieille règle, il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre. Mais le vrai enjeu, c'est encore une fois la stabilité. On a besoin quand même d'un minimum d'horizon, d'un minimum de vision du monde. Là, il n'y a plus de vision du monde. Il n'y a qu'à voir les carnets de commandes, qu'à voir le climat des affaires de l'indice INSEE qui s'effondre, la confiance des ménages qui s'effondre. Donc comment vous voulez avoir confiance quand on vous dit finalement on ne sait pas demain quel sera le gouvernement. Et moi, je pense qu'il faut un électrochoc. J'ai même plus loin. Moi, je pense, je ne vais pas faire de la politique parce que ce n'est pas mon métier, mais quand même, là, aujourd'hui, on a besoin d'un électrochoc. Et je pense que l'électrochoc, c'est la démission de M. Macron. Pourquoi ? Parce que, encore une fois... Là, je vous suis un peu moins, encore moins, parce que là, c'est l'incertitude totale. Ah non, pas du tout. Parce que, regardez, là, certainement, le gouvernement va tomber. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Des législatives ? Il y aura peut-être, encore une fois... l'absence de majorité absolue. Donc, comment va-t-on diriger le pays ? On va trouver des petits... Moi, j'entends, on me dit, oui, en ce moment, on va trouver un accord avec le PS, etc., la droite, la gauche. Mais c'est pas ça qu'il faut ça. Et si vous avez la démission de Macron, ou si vous avez Marine Le Pen, ou Jordan Bardella à la place, ou Jean-Luc Mélenchon à la place... Mais pourquoi ? Il y a peut-être une alternative. Il y a peut-être un autre choix. Oui, mais ça, c'est l'incertitude. Ah non, parce que justement... Là, si c'était soit Mélenchon, soit Le Pen-Bardella, alors là, les entreprises pousseraient encore des cris. Pas les entreprises, mais les entrepreneurs passeraient un cri d'orfraie. Surtout Mélenchon, il faut le dire, il faut être honnête, surtout Mélenchon, parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui veut détruire le pays. Donc, mais le vrai enjeu est là aujourd'hui, c'est que on a besoin... Vous pouvez avoir pire. Oui, mais vous savez, entre guillemets, d'un point de vue d'un entrepreneur. Mieux vaut une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin, comme on dit. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'horreur économique, elle a l'air sans fin. Parce que là, on me dit, oui, mais laissons M. Macron en place, puis on verra ça en 2027. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Peut-être qu'en 2027, effectivement, il y aura soit Mme Le Pen, soit quelqu'un d'autre, on verra. Moi, je pense qu'il faut une offre politique nouvelle. Vraiment, et c'est possible. Pour l'instant, oui, il n'y en a pas. Notamment, qui, encore une fois,
qui veuillent faire avancer la France avec des mesures économiques crédibles. Bon. C'est vrai que ça n'existe pas, mais ça peut se trouver. Juste une question. La chute du gouvernement de Bayrou coûterait-elle vraiment 12 milliards d'euros ? Bon, ces chiffrages sont un petit peu fantaisistes. Hein. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que depuis quelques jours, juste depuis l'annonce qui a été faite, on voit que les taux d'intérêt de la dette publique française ont augmenté. On est à plus de 3,50%. Bon, ça baisse un peu depuis ce matin. Je pense qu'il y a une intervention. Mais bon, ça va continuer. Alors que les taux d'intérêt allemands baissent. Donc, c'est là, effectivement, qu'on a un coût. C'est que la charge d'intérêt de la dette, qui est déjà de quasiment 70 milliards d'euros par an, va bientôt atteindre 100 milliards d'euros. Donc là, c'est un vrai coût. Et puis surtout, si les taux d'intérêt continuent à augmenter, ça casse l'activité économique, donc ça fait baisser l'investissement, baisser la consommation, ça fait du chômage, donc ça alimente le déficit public, donc ça alimente la dette, donc ça fait encore monter les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est que le cercle pernicieux. Et puis surtout, il y a le 12 septembre, l'agence de notation Fitch qui devrait, donc normalement, ça fait déjà des mois qu'elle doit le faire, mais elle dit non, je ne le fais pas parce qu'on fait confiance au gouvernement pour réduire le déficit. Là, s'il n'y a pas de gouvernement, ça va être compliqué. Donc, elle devrait dégrader la note de la France. Et là, la France tombe de catégorie. On passe de double A à simple A. C'est-à-dire que pour beaucoup de fonds d'investissement, ils ne pourront plus acheter la dette publique française. Parce que c'est plus dans le cahier des charges. C'est automatique. Et il y a 2 jours, il y a le Wall Street Journal qui a fait un article. Ça, c'est quand même surprenant parce qu'on me dit souvent « Oui, mais au moins la France, c'est pas grave. On continuera de nous prêter, etc. » Les investisseurs américains, qui détiennent à peu près 10% de notre dette publique, à peu près, on n'a pas les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là, nous disent la France commence à vraiment nous inquiéter. Oui, mais Marc Toiti, pardon, vous me dites ça depuis au moins le Covid, qu'on va avoir une espèce de crack, vous nous le promettez. On l'a eu. On l'a eu. Oui, simplement, après, évidemment, on a fait la planche à billets, l'argent magique. C'est sûr qu'en distribuant de l'argent comme ça gratuitement, que nous payons aujourd'hui, qui a fait également de l'inflation. Donc c'est sûr qu'on a évité le pire. C'est ça ce que je reproche, c'est que on est dans une fuite en avant permanente. Sur l'histoire du FMI, une intervention du FMI, on joue à se faire peur ou bien est-ce qu'il y a un risque qu'on ne veut pas voir ? Alors, encore une fois, le problème du FMI, c'est que quand le FMI est intervenu en Grèce, la dette grecque, c'était 350 milliards d'euros. C'était encore gérable. Donc la BCE, les pays européens, les banques, 350 milliards, c'est gérable. La dette publique française, c'est 3500 milliards. Et il y a un zéro de plus. Ça ne sera pas la même gestion. Donc c'est clair que le FMI ne peut pas, lui seul, sauver la France. Donc c'est là où on va devoir faire face à la réalité. Par contre, c'est sûr que moi, je pense qu'il y a une étape avant d'arriver au FMI, même plusieurs étapes, c'est justement de restaurer la confiance en proposant justement un budget crédible. C'est ça qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Oui, c'est-à-dire que si la confiance, si la crédibilité est restaurée, la confiance est assurée, et là, on recommence à prêter à la France et on résorbe les dettes et les déficits. On a connu, vous et moi, la crise grecque. Moi, je me souviens très bien au début de la crise grecque, les dirigeants grecs disaient « Attendez, nous sommes la Grèce, on n'est pas l'Argentine, il ne peut rien nous arriver. On a vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, on fait pareil en France. Nous sommes la France. Le débat est encore posé d'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas intervenu un petit peu trop brutalement par rapport à la Grèce ? Mais évidemment. Regardez ce qui s'est passé en Grèce. Parce que ça, moi, je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'allais souvent à l'époque en Grèce, j'y vais encore aujourd'hui pour faire des conférences. C'est vrai que le PIB grec, en 3 ans, a chuté de 30%, hors inflation. Vous vous rendez compte ? 30% de baisse du PIB. Alors après, ça a redémarré, mais aujourd'hui même, nous sommes en 2025, le niveau du PIB grec, hors inflation, est encore 15% inférieur au niveau de 2008. Vous vous rendez compte, le drame humain ? Donc, et c'est là où on se dit est-ce que les mesures austéritaires n'ont pas l'inverse de l'effet ? C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de l'austérité. Il faut faire une thérapie de choc bienveillante. Il faut baisser les impôts, mais aussi baisser la dépense publique. On n'y coupera pas. On est obligé. Il y a trop de gaspillage, il y a trop de frais de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on peut sauver l'économie française. Tous les pays, effectivement, dans le monde l'ont fait, sauf nous. Donc il faudra bien un jour réagir. C'était l'ordonnance et la thérapie de choc du bon docteur Toiti. Merci beaucoup. Bienveillante quand même. Bienveillante, on a bien noté. En tous les cas, l'intention. Merci beaucoup Marc Toiti. Merci d'être venu justement commenter ces chiffres. Juste peut-être une toute dernière question. Oui. L'or et le bitcoin, vous le conseillez pour l'investissement ? L'or, oui, parce que l'or, ça reste une valeur refuge. Le bitcoin, le problème, c'est que faire des prévisions, c'est particulièrement compliqué, c'est extrêmement volatile. Surtout quand ça concerne l'avenir, disait. Non, mais c'est surtout que le bitcoin, encore une fois, c'est un marché, je dirais, autorégulé, entre guillemets. Et c'est vrai que. Il faut être honnête. Moi, quand on a créé le bitcoin, on a proposé, vous voyez, à $1 à l'époque, j'aurais dû en acheter. Ouais. Mais je m'étais dit, les autorités américaines, elles ne vont pas laisser faire. Ouais. Finalement, on a laissé faire. Donc aujourd'hui, ça continue de se développer. Par contre, en tant qu'économiste, faire des prévisions sur le bitcoin, moi je suis tout à fait honnête, je ne peux pas le faire. Par contre, c'est vrai que l'or, valeur refuge, pourquoi pas ?
Merci beaucoup, votre parole est d'or. Merci beaucoup Marc Touati. C'est fini pour Point de vue aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec Timothée Delem. Bonne journée et bonne soirée sur Le Figaro TV.